Avril 1943. Malgré l'occupation allemande, plusieurs hommes se réunissent dans la plus grande discrétion au Café des Alliés. Unis par la passion du football, 14 hommes se rassemblent pour créer le FC Nantes, un club qui va marquer de son empreinte le football français. Au-delà de la constitution d'un des plus grands palmarès national, Nantes reste ancré dans la mémoire collective pour une certaine idée du football qui va longtemps détonner dans le paysage footballistique hexagonal. Joueurs, entraîneurs, présidents vont forger la légende d'un club pas comme les autres. Début avril 1943. 6 clubs de la Cité des Ducs décident de fusionner pour fonder un seul et même club. C'est l'éclosion des Canaries, un surnom qui provient des couleurs du club, le jaune et le vert. Un maillot faisant écho à la casaque des jockeys de l'écurie des chevaux de Jean Le Guillou, président du FC Nantes entre 1943 et 1945. Le 26 août 1945, le FC Nantes dispute son premier match professionnel face au CA Paris, en 2e division, une rencontre remportée, la première parmi tant d'autres. Le club ambitionne la montée en première division, mais échoue à plusieurs reprises. Pour s'assurer le développement du club, la personnalité du président Marcel Sopin permet d'obtenir plusieurs subventions municipales. Malgré cela, le club connaît des difficultés financières, des difficultés sportives et une instabilité chronique à la présidence. En 1959, la nomination de Jean Clairefeuille comme président du FC Nantes va apporter de la stabilité sur les bords de l'herbe. Alors, à la recherche d'un entraîneur, contre toute attente, Clairefeuille recrute un Basque de 39 ans, José Arribas. Son arrivée va changer le destin des jaunes et verts. Sous les ordres de José Arribas, le FC Nantes va se hisser pour la première fois de son histoire en première division. Le technicien Bas va apporter sa patte à la Maison Jaune en proposant un jeu offensif basé sur un football de mouvement, de jeu court, d'intervalle, où le collectif est érigé en figure de proue. José Arribas disait « Je crois qu'au-delà de la valeur individuelle de mes joueurs, ce qui est bien plus important, c'est la prise de conscience de leur valeur collective. Le jeu à la nantaise est né. » Malgré 2 premières saisons délicates, le 4-4 de José Arribas va permettre à Nantes d'étoffer son palmarès. Après une première saison conclue à la 10e place, les hommes de José Arribas vont remporter consécutivement 2 titres de champion de France, celui de 1965 et 1966, un exploit inattendu. Ce football spectaculaire suscite une ferveur dans les travées du stade Marcel Sopin, où les supporters nantais peuvent s'émerveiller des exploits de joueurs tels que Jackie Simmons, meilleur buteur avec 24 buts et meilleur joueur du championnat lors de la saison 1964-1965. Gondet. Et Simon met le 3e but sur cette action superbe entre Gondet et Simon qui tombent dans les bras l'un de l'autre. C'est Simon qui met fin à une série noire. Philippe Gondet, qui inscrit 36 buts en 37 matchs en D1 lors de la saison 1965-1966. Sa régularité lui vaudra un chant scandé par la foule « Gondet, ton but !» Allez Gondet, Philippe, ton but, hein. Et merde, Gondet qui vient de marquer le but. Merveilleuse action de Gondet alors que... Oh, c'est pas possible. Bravo la France, Gondet vient de marquer à la 32e minute. Un but superbe, un véritable boulet de canon qui est allé se loger dans les filets de Soskik. Ramon Müller ou encore Bernard Blanchet, meilleur buteur de l'histoire du club en championnat avec 111 buts en 357 rencontres. Une, deux, Blanchet peut-être, et Blanchet met. Malheureusement, les succès du club font tourner les têtes des dirigeants, préférant remplacer les cadres partis par des vedettes. Ces dernières n'arrivent pas à s'intégrer et le jeu collectif dessiné par José Arribas en pâtit. Jean Clairefeuille, alors président, démissionne. En décembre 68, il est remplacé par Louis Fontenot à la tête du club. Canaries ne parviennent pas à retrouver les premières places, après les succès glanés au milieu des années 1970.
Dès lors, José Arribas décide de s'appuyer sur une nouvelle génération et profite d'une nouvelle structuration sportive au sein du club. En effet, Robert Budnicki, ancien joueur du club, devient directeur sportif en 1970, un nouveau poste inventé par le président Louis Fontenot. Budnicki accompagne alors les divers techniciens du FC Nantes. Il est également en charge du recrutement de joueurs pour l'équipe première et le centre de formation. En 1973, Jean-Claude Suodo, ancien joueur du club dans les années 60, est nommé pour encadrer les équipes de jeunes. Disciple de José Arribas, il va enseigner le jeu à la nantaise, à la jeune génération des jaunes et verts. Un nouvel élan qui permet à la Maison Jaune de remporter son 3e titre de champion de France en 1973. Ce second souffle permet l'éclosion de plusieurs joueurs. Ces derniers deviennent des icônes de la Cité des Ducs. Ces footballeurs vont écrire la légende du club. Maxime Bozis, défenseur latéral aussi bien à l'aise défensivement que techniquement, il devient international et fait partie de la génération Platini. Jean-Paul Bertrand de Manès, dernier rempart du FC Nantes de 1969 à 1988, surnommé Le Grand, est le co-recordman des matchs disputés avec les Canaries, avec 533 apparitions en championnat. Il y a aussi Henri Michel, la légende du FC Nantes. Il rejoint le FC Nantes en 1966, alors qu'il n'a pas encore 19 ans. Très vite, il va s'imposer comme le capitaine et le leader incontesté de l'équipe. D'abord placé en demi-offensif, demi-désigné le milieu de terrain dans les années 1970. José Arribas décide de le placer libéraux au début de la saison 1972, malgré son tempérament offensif. Michel retrouve son poste de milieu de terrain quelques temps plus tard. Il vêtit alors le numéro 8. Le gars d'Aix-en-Provence devient la véritable plaque tournante du jeu nantais. Au-delà d'être un leader technique, il est un patron dans le vestiaire. Bien qu'il aimait faire la fête, Henri Michel a été un magnifique joueur sur le terrain, tout en étant un professionnel irréprochable. Ce point indéniable lui permit d'être impliqué dans les choix du club. Par exemple, il exprima son désaccord quant à la volonté des dirigeants de recruter Michel Platini à la fin des années 1970. Malgré les sollicitations, Henri Michel resta fidèle au FC Nantes pour lequel il porta les couleurs de 1966 à 1982. Une fidélité et un talent reconnus par les amoureux du FC Nantes. Henri Michel est élu légende du club en 2018 par les supporters, soit quelques jours avant son décès. En 1976, José Arribas quitte Nantes pour rejoindre Marseille. Alors que tout le monde pense que Jean-Claude Suodo succédera à son maître, les dirigeants préfèrent engager Jean Vincent, ancien illustre joueur du Stade de Reims et ancien entraîneur de Lorient. Les décideurs nantais privilégient l'expérience de Jean Vincent. Jean Vincent va largement s'appuyer sur la nouvelle génération des Canaries. Le technicien va titulariser des espoirs comme Loïc Yamis, Bruno Baroncelli, Omar Sanoun ou bien Gilles Rampillon, de jeunes pousses encadrés par Henri Michel, Patrice Riot, Maxime Bozis et consorts. L'ancien technicien lorientais va remporter dès sa première saison le titre de champion de France. Sous ses ordres, le FC Nantes va également remporter la première Coupe de France de son histoire en 1979. Une finale remportée face à l'AJ Auxerre sur le score de 4-1 après prolongation. Pensionnaire de 2e division, un succès permettant de faire oublier les cuisants d'échecs des précédentes finales. Le club va également connaître une épopée européenne en se hissant jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Europe, et vainqueur de coupe en 1980. Les Nantais sont défaits par le FC Valence de l'Argentin Mario Contes. Pour la première fois, le club nantais se distingue sur la scène continentale. La même année, les Nantais remportent leur 5e titre de champion. Jean Vincent connaît des difficultés après le titre de champion de France. L'équipe ne semble plus aussi huilée sur le plan collectif. Le 3 mars 1982, on lui indique que Jean-Claude Suodo le remplacera à la tête de l'équipe à l'issue de la saison. Vexé, Jean Vincent décide de partir immédiatement. Il prendra la tête de la sélection camerounaise par la suite. Suodo prend place sur le banc nantais. Inspiré des préceptes de son mentor José Arribas, Suodo assiste à la Coupe du Monde 82 en Espagne où il voit une rencontre du Brésil. En rentrant à Nantes, il souhaite faire jouer son équipe comme les Brésiliens. Coco remet en place un football de mouvement où le jeu sans ballon permet de créer perpétuellement des espaces,
une philosophie qu'il résumait ainsi. Le mouvement c'est la vie, c'est le jeu. Sodo parvient à remplir de nouveau l'armoire à trophées du FC Nantes en remportant le championnat lors de la saison 1982-1983. Sodo va s'appuyer sur des joueurs qu'il a connus lorsqu'il s'occupait de la formation. En effet, le 11 de départ est composé de 10 joueurs issus de la Maison Jaune. L'attaquant yougoslave Vahid Halilodzic fait figure d'exception. Formé à Mostar, Vahid termine meilleur buteur du championnat avec 27 réalisations. Ce titre impressionne tout le monde, même les adversaires des Canaries. Les jaunes et verts éblouissent les foules par leur esthétisme et leur domination. Champion avec 10 points d'avance sur Bordeaux. Malgré le magnifique but de José Touré, le Brésilien. Touré face à Lemou, contré par Battenet. Oui, il avait tenté le petit pont, mais Dominique Battenet n'est pas tombé de la dernière pluie. Attention à ce ballon aérien. Oh, quel exploit technique! Quel exploit technique! Oh, extraordinaire! Extraordinaire but de José Touré! Oh, quel but! Un but de Brésil! Les Canaries sont défaits en finale de Coupe de France face au PSG 3-2. La seule ombre au tableau d'une splendide saison. En 1984, le FC Nantes prend ses quartiers dans le stade de la Beaujoire, construit à l'occasion de l'Euro 1984. Un nouvel outil pour faire entrer les Canaries dans une nouvelle dimension. La même année, le club connaît un drame. C'est à Doncor, demi-frère de Marcel Desailly, titulaire en défense centrale et grand espoir du football français, perd la vie au volant de sa voiture. Jean-Michel Labejoff, jeune attaquant au centre de formation, perd également la vie, tandis que Sidi Kaba, le troisième passager, survit. Malheureusement, il ne pourra jamais rejouer au football. Le football français entre dans une nouvelle ère économique où les clubs formateurs ont du mal à suivre les mastodontes du championnat français. Au milieu des années 80, Ciodo lance une nouvelle génération chez les pros, ainsi que des joueurs comme Didier Deschamps, Antoine Comboré, Marcel Desailly, qui foulent pour la première fois la pelouse de la Beaujoire. Max Bouillet, président du club depuis 1986, décide de suivre les traces des meilleurs clubs français en achetant plusieurs joueurs de renom, comme l'international belge Frank Verkoeteren. Les dirigeants sont moins enclins à la patience exigée par Ciodo, qui préférait s'appuyer sur de jeunes joueurs davantage rompus au jeu à la nantaise. Ciodo est remplacé en mai 1988 par Miroslav Blažević. Ancien entraîneur du Dinamo Zagreb, et Ciodo retourne à la formation. Le passage de Blažević n'aura rien apporté, et en janvier 1991, Ciodo revient bâtir son équipe à sa guise. Après avoir écarté la menace d'une descente en 1992, puis avoir perdu une 5e finale de Coupe de France en juin 1993 face au PSG, le FC Nantes va reconnaître une saison exceptionnelle lors de l'exercice 1994-1995. Emmenés par la génération Pedros, Loco, Karambeu, Wedek, Endora, Makelele et consorts, les Canaries vont réaliser une saison gravée à jamais dans les mémoires du football français. Lors de la 5e journée, le PSG de Ginola, Lama et Ouéa vient à la Beaujoire. Les stars parisiennes s'inclinent sur un score d'1-0, une réalisation magnifique de Loco, restée dans les annales du football français. Et avec une relance qui n'était pas stupide sur Pedros. Ballon nantais, Coé s'est précipité pour jouer rapidement sur Loco. Loco, Pedros, Loco, c'est fabuleux! C'est extraordinaire! But de Patrice Loco après 18 minutes en première période, un ballon qui n'a pas touché le sol et Nantes qui mène à 0. Un chef-d'œuvre qui résume parfaitement la domination des hommes de Ciodo, champion de France pour une 7e fois. Au cours de l'exercice, les Nantais s'inclinent à une seule reprise sur le terrain de Strasbourg lors de la 33e journée. Ils réalisent un record d'invincibilité, 32 matchs en défaite sur une saison. Une prouesse toujours inégalée. L'année suivante, les Canaries amputés de Karambeu et Loco, respectivement partis à Sampdoria, de Jeunesse et au PSG, atteindront les demi-finales de la Ligue des Champions et échoueront face à la Juventus de Turin de Didier Deschamps, futur vainqueur de la compétition. Le club connaît ensuite des saisons peu reluisantes sur le plan sportif et institutionnel. Guy Scherrer, président depuis 1992, démissionne en octobre 1996, tandis que Jean-Claude Ciodo tire sa révérence sur le banc de la Maison Jaune. Coco laisse sa place à Renan Denouex, directeur du centre de formation. Les premières années de l'ère Denouex sont délicates malgré une victoire en Coupe de France en 1999 face à Sedan.
Le club lutte même pour son maintien lors de la dernière journée en 2000. Le FC Nantes doit son salut au but salvateur de Marama Vahiroy face au Havre. Une saison durant laquelle le FC Nantes parvient à battre les amateurs de Calais en finale de la Coupe de France. Le club connaît plusieurs saisons décevantes où on parlera plus du FC Nantes pour des affaires extra-sportives plutôt que des exploits des Canaries sur le rectangle vert. Seule étincelle, la finale de la Coupe de la Ligue disputée face à Sochaux en 2004. Une finale perdue et marquée par la panenka manquée de Mickaël Landreau. Peu à peu, le club abandonne sa culture de jeu et son identité. En atteste le départ de Landreau, Armand, Ziani, Toulalan. Miraculé lors de la dernière journée en 2005 face à Metz, le club ne peut éviter la relégation en 2007 après 44 saisons consécutives dans l'élite du football français. Et ce malgré la promesse d'un recrutement ambitieux. Un mercato synonyme de gros flop avec les départs de Stokovic, Boukari, Williamson, 6 mois après leur arrivée. Une saison 2006-2007 durant laquelle Fabien Barthez, sorti de sa retraite, le divin chauve ne démontre pas son talent à la Beaujoire. Il quitta le club en catimini après s'être battu avec des supporters. Le 28 avril 2007, le FC Nantes est officiellement relégué en Ligue 2. Une chute inexorable sans doute influencée par la mauvaise gestion de la SOC Press, alors propriétaire du FC Nantes, entre 2000 et 2007. Au cours de leur mandat, les actionnaires épuisent 6 entraîneurs en 7 ans. Tenouex, Marcos, Amis, Ledizé, Eo, Terzarkarian. Alors que Nantes avait seulement connu 5 entraîneurs en 40 ans. Arribas, Vincent, Suodo, Blažević et Denouex. En juillet 2007, la société Socpress souhaite vendre le FC Nantes. Luc Dayan devient président intérimaire pour faire le ménage dans les finances du club, affecté par la gestion calamiteuse de Grippon et Roussillon. C'est Waldemar Kita qui reprend le club. Dès sa première saison à la tête du FC Nantes, le club parvient à retrouver l'élite après seulement une saison passée en Ligue 2. Cependant, dès le début de la saison 2008, Terzarkarian est remplacé par Christian Lariep avant que ce dernier ne soit aussi remercié. Dès lors, Elie Bopp s'assoit sur le banc nantais. L'ancien technicien de Saint-Etienne devient le premier coach depuis Blažević à ne pas avoir porté les couleurs jaunes et vertes durant sa carrière de joueur. Une nouvelle saison galère, plongeant une nouvelle fois le FC Nantes en Ligue 2. Commence alors une instabilité chronique, tant sur le rectangle vert que sur le banc. De 2009 à 2012, 5 coachs succèdent à la jaunelière. Il faut attendre l'été 2012 et le retour de Michel Terzarkarian pour retrouver une stabilité sur le banc des Canaries. Terzak parvient à fidéliser un groupe et faire émerger un véritable collectif, une équipe qui rentre dans les cœurs des supporters nantais. Le 17 mai 2013, les coéquipiers de Jordan Veretout, Lucas Do, Vincent Bessa et Philippe Djordjevic actent leur remontée en Ligue 1. De 2013 à 2016, le club se maintient aisément parmi l'élite. Le fond de jeu n'est pas aussi séduisant que sous Suodo ou bien Denouex, mais les supporters retrouvent de la fierté, en atteste la ferveur de la tribune noire qui soutient les hommes de Terzarkarian lors de chaque rencontre à la Beaujoire. I believe it! I believe it will! I believe that we will win! En mai 2016, lassé et exténué par ses rapports avec le président Kita, Michel Terzarkarian décide de partir de Nantes. Malgré la réticence des supporters, Waldemar Kita choisit René Girard comme nouvel entraîneur. Une animosité s'installe entre les supporters et l'ancien entraîneur de Montpellier. De plus, les résultats sont catastrophiques. Une humiliation 6-0 à la Beaujoire face à l'Olympique Lyonnais
En novembre 2016 sonne la fin de l'aventure René Girard sur les bords de l'Erdre. Il est alors remplacé par Sérgio Conceição, entraîneur portugais de 42 ans, réputé pour sa rigueur. Très vite, le coach lusitanien va imposer sa patte sur l'effectif et les joueurs vont entamer une remontée spectaculaire. 19e quand il arrive, et Nantes termine à la 7e place au classement. Le tout en proposant un jeu de transition offensive d'une surprenante intensité. Le président Kita annonce la prolongation du coach Conceição jusqu'en 2020, une décision qui ravit les supporters nantais. Dans les travées de la Beaujoire, on commence à rêver d'Europe. Porto, club de cœur de Conceição, le contacte. Le technicien décide de rejoindre les Dragons, aux grandes dames de Kita qui avait enfin trouvé un entraîneur qui lui convenait. Pour oublier Conceição, le président nantais parvint à attirer Claudio Ranieri dans ses filets. Mister Ranieri construit une équipe solide, difficile à manœuvrer. À la trêve, les Canaries se placent à la 5e place du classement. Les coéquipiers de Rongier, Tatarusanu et Dubois vont s'écrouler en deuxième partie de saison et conclure l'exercice 2017-2018 à la 9e place. Lui aussi excédé par le comportement de Waldemar Kita, Ranieri décide de quitter Nantes. Kita consomme un nouveau technicien, le portugais Miguel Cardoso, qui arrive à l'été 2018, devenant ainsi le 13e entraîneur de l'ère Kita. Un chiffre qui ne portera pas chance au portugais, qui sera débarqué dès le 2 octobre 2018. Vahid Halilhodžić, légende du club, arrive dans un club pour lequel il porte une grande affection. L'ancien sélectionneur du Japon parvient à dynamiser un groupe amorphe. L'équipe profite des performances d'Emiliano Sala, auteur de 11 buts à la mi-saison. Le goleador argentin attise les convoitises. Pourtant, peu enclin au départ, Sala quitte le club en direction de Cardiff. Malheureusement, il ne joua jamais avec les Bluebirds. Le 21 janvier 2019, un avion de tourisme disparaît au large de l'île de Guernesey. À son bord, Emiliano Sala et le pilote de l'avion, David Ibbotson. Les joueurs et les supporters nantais sont affectés par ce drame. Ils espéraient au miracle tant Emi était un véritable guerrier. Le 7 février, on identifie le corps d'Emiliano Sala, plongeant un club et une ville dans une profonde tristesse. De nombreux hommages sont rendus à Emiliano Sala. Le club décide de retirer le numéro 9, tandis que les supporters nantais entonnent un chant à sa gloire lors de la 9e minute. Malgré ses relations délicates avec Kita, Vahid reste à Nantes. Enfin, jusqu'à quelques semaines avant le début du championnat 2019-2020, Christian Gourcuff est nommé avec pour projet de faire renaître l'identité nantaise. Un challenge excitant pour le technicien breton, qui s'inspire des préceptes de jeu dessinés par Jean-Claude Clodo et Reynald Denouex. Le FC Nantes est un club qui possédait autrefois une réelle identité, avec un style de jeu défini, une formation réputée et des résultats qui suivaient. Dotés d'une grande histoire et d'un immense palmarès, les Canaries peinent à retrouver les sommets. Celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. Une devise quelque peu oubliée ces dernières années. Le passage du club au football moderne lui valut la perte de sa culture, mais aussi de sa gloire d'antan. Les succès du FC Nantes sont toujours appuyés sur une génération de joueurs formés au club qui dégageaient une force collective inégalable. Et si le futur succès du club passait par son passé? Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Vous pouvez nous faire vos retours via l'espace commentaire de YouTube ou via les messages privés d'Instagram.